donc dans ce cours un petit peu, si vous voulez, introductif à la compréhension de la démarche géopolitique, on a vu le rapport politique et géographie. Maintenant, ceci va faire naître, si vous voulez, une fracture entre les différents géopoliticiens. Et trois grandes familles vont apparaître. Trois grandes familles, trois regards dominants dans la géopolitique. Le regard réaliste, en face de lui, deux regards, un regard idéaliste et les libéraux. Les idéalistes, ça ne veut pas dire qu'il y a un grand idéal, etc. C'est sur le plan philosophique, comme le définirait par exemple Hegel, c'est que quelque part, pour l'idéaliste, c'est le monde de la pensée qui prime et qu'à la limite, la réalité est presque une construction de ma propre pensée. Alors que le réaliste admet qu'il y a une réalité qui n'est pas moi, qui me dépasse et qui est antérieure à moi. Alors que l'idéaliste veut dire qu'après tout, c'est une question de convention. Si on veut, on peut, d'une certaine manière. Et les libéraux, c'est plus la question de la liberté, mais le vrai rapport de force se fait entre idéaliste et réaliste. En fait, poser cette question, c'est la question de la connaissance, de qu'est-ce que je connais. Et vous savez qu'on connaît par l'idée et on connaît par les sens. Quand vous connaissez par les sens vous mettent toujours dans un espace-temps. Si vous avez un objet auquel vous êtes attaché parce qu'il vous était légué par quelqu'un que vous aimez beaucoup, par exemple votre grand-mère, cet objet, qui a peut-être une patine, une odeur, etc., n'a pas la même valeur qu'un autre objet, même si cet objet n'a pas beaucoup de valeur. La Madeleine de Proust n'a pas une grande valeur, mais Proust se la réimagine, et c'est tout un monde. Et donc, quand je connais par le sens me met toujours dans un lieu, dans un temps. Par mon corps, je suis d'ici et de cette époque. Mais par l'idée que je connais, rappelez-vous Platon qui dit ce qui m'intéresse, ce n'est pas le lys, le lion ou la table, mais c'est l'idée de table, l'idée de lys, l'idée de lion. On est plus dans une connaissance purement abstraite, purement théorique. Et là, effectivement, si vous fermez les yeux, vous pouvez fermer les yeux et imaginez-vous au Baléares, vous êtes au Baléares, vous n'êtes pas en train d'écouter Louis, vous êtes devant un magnifique paysage avec les vagues, avec les mouettes, etc. Vous êtes ailleurs. Par l'esprit, je suis partout, mais par mon corps, je suis là. Et je suis mon corps. Nous n'avons pas un corps, nous sommes notre corps. Donc la question, mais on connaît par les deux. Et tout le problème dans cette question de la connaissance, bien sûr, l'idée nous fait saisir l'essence des choses, elle nous fait saisir l'universel. Ce qu'il y a d'universel, on peut saisir que dans tout homme, qu'il soit grand, petit, gros, noir, jaune ou blanc, il y a quelque chose d'universel, il y a une nature commune. On peut saisir que sur des singularités différentes, on saisit une même réalité. Mais ça, c'est par l'abstraction qui est extraction par l'idée. Alors que par l'essence, je connais que des particularités sensibles et je suis dans une réalité locale. Et il faut bien comprendre cela parce que pour les réalistes, il faut toujours partir de ces réalités qui sont peut-être sensibles et que la réalité universelle existe, mais la réalité universelle est toujours dans la singularité d'une personne. Pour l'idéaliste, il n'y a que l'idée qui l'intéresse. Et par exemple, un idéaliste, par exemple Marx, a remis Hegel sur ses pieds, mais quelque part reste un idéaliste, même s'il se dit pragmatiste et matérialiste. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'humanité, l'idée d'humanité. C'est pas Paul, Pierre ou Jean, c'est l'humanité. Et d'ailleurs, Pierre, Paul ou Jean, s'il faut le tuer pour sauver l'humanité, on sera content, parce qu'on regarde que l'idée. Et dans l'école réaliste, on va se dire, mais bien sûr qu'il y a de l'universel, mais l'universel est toujours dans un singulier. Et bien sûr que le chinois est un homme comme le français, mais le chinois est dans telle histoire et dans telle culture, et le français est dans telle autre culture. Donc ça va faire des distinctions politiques fondamentales qui très souvent proviennent très souvent du géographique, physique, humain. Donc si vous voulez, ceci nous amène à des visions relativement différentes de la perception même du politique. Les libéraux, dont je vous ai pas, qui sont plutôt nominalistes, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus vraiment quelque part à l'universalité, il n'y a que des singularités, que des cas pratiques, ils sont dominés par le pragmatisme. Il n'y a que l'homme, ça n'existe pas, mais je sais qu'il y a Pierre et il y a Paul, et on ne se casse pas trop la tête, il n'y a que des individus indivisibles. Alors en ce sens-là, ils s'opposent totalement aux idéalistes, qui eux s'intéressent à l'idée générale. Alors pour les libéraux, bien le politique, c'est trois tempéraments, vont faire trois lieux d'action privilégiés et trois manières différentes de faire. C'est que pour les libéraux, la politique, c'est la politique du possible. C'est uniquement l'art du possible. Pour les idéalistes, la politique, ce sera l'art du souhaitable.
hein, c'est de rendre possible ce qu'on espère. C'est-à-dire que la politique, là, on est dans un hyper-volontarisme et on va faire plier le réel pour que le réel rentre dans l'idée que j'ai des choses. Autant les libéraux, étant nominalistes, et dire les noms ne sont que des conventions, les choses n'existent pas, ben on fait des accords, quoi. Mais on est dominé par cela, il n'y a pas quelque part de grands principes. Les réalistes, au contraire, ne vont pas dire la politique c'est l'art du possible, ils ne vont pas dire c'est l'art du souhaitable, ils vont dire la politique c'est l'art du meilleur possible. C'est-à-dire qu'on va conjuguer, partir toujours de ce réalisme froid, partir des faits tels qu'ils sont, mais on ne dénie pas que quelque part il y a une tension, il y a une volonté pour, et on va essayer d'aller vers une logique, du meilleur possible. Pour les libéraux, quelque part, le monde, c'est qu'une somme d'individus. Pour les idéalistes, c'est la gouvernance mondiale. Les individus fédérés par une gouvernance mondiale. Bien, pour les réalistes, eh bien, les peuples vivent dans des communautés. Ces communautés, c'est une réalité. Hein, on vit dans des clans, dans des tribus, dans des ethnies. Et nous avons la chance, nous, les Occidentaux, de vivre dans des nations. C'est-à-dire qu'on a sublimé, du fait de valeurs universelles, le caractère purement singulier, historique, et de déterminisme familial du clan ou de l'ethnie, mais la nation, vous comprenez bien, c'est le meilleur possible. C'est le meilleur possible comme communauté, parce qu'elle est ouverte, on peut prendre la nationalité, alors qu'on ne peut pas adhérer à un clan comme ça, ça dépend de la famille. Donc il y a trois manières de voir et qu'il faudrait creuser davantage. Donc trois manières de voir qui sont des fractures, et la grande bagarre, bien sûr, ce sont les réalistes contre les idéalistes. Et le chef des idéalistes, c'était le président Wilson, américain, qui avait créé ce Parlement mondial, hein, cet idéalisme wilsonien, ce Parlement mondial qui s'appelait la SDN, qui va devenir l'ONU, et qui a pour but de faire jaillir un gouvernement mondial, et bien sûr, et qui a pour but d'affaiblir ces structures intermédiaires qui s'appellent les nations et les États, parce que, suite par exemple à la pensée d'un homme comme Kant, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La paix perpétuelle, Kant nous dira par exemple que s'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a les États, donc vous n'avez qu'à abolir les États, comme ça il n'y aura plus de guerre. Vous voyez, c'est un sophisme assez effarant, et il est bien évident que pour ma part, je ne suivrai pas ce point de vue-là. Je dirais que les hommes se constatent qu'ils sont violents, et parce que les hommes sont violents, malheureusement, parce qu'il y a le travail sur soi, il faut, avant de changer le système, il faut se changer soi-même, et bien que les hommes, tôt ou tard étant violents, ont créé des États pour poser des droits, et pour poser le droit pour éviter la violence. Et l'État sera l'entité qui est dépositrice de la violence légitime. Seul l'État aura le droit d'avoir cette violence. Mais donc il y a l'État, c'est pas les États qui font la guerre, c'est parce qu'il y avait un état de guerre qu'on a fait des États pour codifier ça par le droit. Vous voyez, des visions totalement différentes. Donc les États sont éminemment respectables pour les réalistes, et on aura des visions assez statocentrées, c'est-à-dire centrées sur les États, alors que les idéalistes, c'est toujours au niveau de la planète, etc. Et il est bien évident que des arguments comme la climatologie, comme le Covid, sont très instrumentalisés pour faire avancer leur thèse. Alors, en conclusion, parce que de cet apéritif du cours de géopolitique, si vous voulez, cette mise en bouche, moi j'espère ne pas vous en dégoûter, la géopolitique, c'est la culture générale du monde moderne. Elle devient de plus en plus nécessaire parce que les espaces se rétrécissent, les moyens de transport nous permettent d'aller à l'autre bout du monde très rapidement, l'information circule très vite, et selon cette expression de Pascal Cochon, c'est la culture générale du monde, elle est indispensable. Alors il y a des risques, il y a des risques de faire de la géopolitique un effet de mode, de faire de la géopolitique une discussion du café de commerce, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Alors rendons honneur à tout seigneur, celui qui a créé le mot géopolitique le premier, il s'appelle Gehlen, Rudolf Gehlen, c'était un professeur d'université suédois en sciences politiques qui est mort en 1922 et qui est le premier, à ma connaissance, à avoir introduit la géopolitique comme étant l'étude de l'État considéré comme un organisme géographique ou bien comme un phénomène spatial. Donc c'est lui qui a donné ça, donc je vous donne la référence pour le savoir, celui qui a vraiment introduit le mot géopolitique. La géopolitique est souvent le fait de militaires ou bien d'universitaires qui travaillent au service des grandes firmes qui, étant de plus en plus multinationales, ont besoin de réflexions de type géopolitique. Donc la géopolitique, je vous l'ai dit, donc la géopolitique que nous allons espérer, et je pense que toutes les équipes de l'ICEP ne sont pas monolithiques, il y a des points de vue, il y a des écarts de points de vue, et Dieu merci, mais on est pour une géopolitique, je crois, globalement une géopolitique critique,
une géopolitique critique, critique au sens noble du mot, comme il y a une critique de cinéma, c'est pas la critique de l'adolescent qui ne supporte rien. C'est donc une géopolitique du temps long. Il n'y a de vraie géopolitique que sur le temps long. Une photo du petit Ryan, aussi douloureux que ça soit, ce n'est pas un facteur géopolitique. C'est peut-être un effet, une conséquence, mais il faut aller au-delà de l'émotion. Nos prédécesseurs avaient fait le culte de la raison, nous sommes en train de faire le culte de l'émotion, c'est un petit peu catastrophique. Il faut aller au-delà de l'émotion, il faut aller contre le rendement immédiat demandé par la logique des médias. Une vraie réflexion géopolitique n'est pas dans le court terme. Elle a besoin de la profondeur du temps. Géopolitique du temps long, perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. On peut avoir des moments où ça va mal et après ça va mieux. Donc il faut prendre du recul et faire attention donc à tout un ensemble d'affirmations trop rapides, par exemple le déclin américain ou ceci, des choses qui correspondent à des effets de mode, sans s'appuyer véritablement sur les grandes données fondamentales, lourdes, qui expliquent les grands phénomènes de société. Mais nous sommes également pour une géopolitique de l'imprévu, géopolitique du temps long, géopolitique de l'imprévu, parce que si le temps long trace les lignes de force de l'histoire, je le rappelle, c'est l'homme qui fait l'histoire. Et un homme peut changer le cours de l'histoire. Un homme peut changer le cours de l'histoire, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut qu'il y ait les qualités de l'homme et les circonstances, mais il peut changer les cours de l'histoire, et l'inattendu et le hasard sont dans l'histoire. L'inattendu et le hasard, ça existe, il y a tout un ensemble de phénomènes qui l'ont montré, on voit surgir des hommes, pensez à Solidarność en Pologne, ou d'autres, un homme ou Alexandre le Grand, qui savait très bien gérer son empire, etc. Et bien sûr, une géopolitique du temps long, une géopolitique de l'imprévu, une géopolitique des réalités. Donc pas une géopolitique qui confond les bons sentiments et le politique. C'est ce qu'on appelle de la realpolitik. Ce qu'on appelle de la realpolitik, et cette géopolitique des réalités accepte bien sûr la géopolitique du soupçon, il ne faut pas avoir peur d'essayer de dévoiler les manipulations qui peuvent exister. Les puissants ont le pouvoir et utilisent leur pouvoir, donc organisons un projet. Ce n'est secret pour personne que M. Soros ne s'occupe pas uniquement de ses plantations et du développement de son petit jardin. M. Soros œuvre en fonction d'une certaine perspective, viole le point de vue des États, ruine une partie des Anglais, s'oppose à des chefs d'État légitimement élus, et donc il faut savoir dévoiler les manipulations, et ceci est œuvre de salut public, et ne pas se faire enfermer dans des catégories où on va vous dire vous êtes complotiste ou je ne sais quoi, ceci n'a aucun sens. Les complots ont toujours existé, toute personne qui a du pouvoir complote, et l'important c'est de savoir ce que les gens font du pouvoir, toute personne qui a du pouvoir a tendance à vouloir en abuser, et donc s'il n'y a pas de limite. Eh bien le géopoliticien doit être un de ces phares qui avertit de cela. Mais une géopolitique des identités, parce que les identités, les communautés, c'est des choses qui existent, qui sont source de puissance ou d'impuissance. Parce qu'il y a des communautés qui se désorganisent, qui s'affaiblissent, qui se fragmentent et qui deviennent des impuissances publiques alors qu'elles devraient être des puissances publiques au service du bien. Donc une géopolitique du conflit, et ce sera ma conclusion, parce que la géopolitique étudie le conflit, c'est malheureusement la réalité. Le but, bien sûr, c'est de tout faire pour arriver à la paix, mais on arrivera à la paix qu'en s'appuyant sur la réalité des faits, donc en étant lucide et en acceptant d'analyser ces conflits tels qu'ils sont, sachant que gagner la guerre n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, bien sûr, c'est de gagner la paix.